Salut à tous les gars, c'est Conan, j'espère que tout le monde va bien les gars aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu réaction les gars, donc ce sera la dernière vidéo de l'année 2024 sur ma chaîne YouTube les gars. Déjà d'intro, je tiens à m'excuser d'avance parce que je suis malade à mort là les gars actuellement. Pardon, excusez-moi. Ah ça me fait mal à la gorge, terrifiant. Ah la vache, pardon, excusez-moi les gars. Ah j'essaierai de couper au montage tous les bruits que je fais, tous les tout, etc. Les gars, je suis désolé d'avance, je suis malade à crever là, c'est terrible. Donc voilà, aujourd'hui les gars, petite vidéo de chill, parce que je voulais quand même finir l'année avec une petite vidéo, là, pour vous remercier les gars pour cette année qui est incroyable. On y reviendra plus tard les gars dans une autre vidéo. Mais là les gars, cette année je voulais finir sur une petite vidéo réact, une petite vidéo de chill. On m'a envoyé la vidéo de Conquerax les gars. Euh, apparemment il y a plein de conneries dedans. Donc ça sera un peu l'occasion de débunk ça entre guillemets, à l'aide de mes connaissances. Je dis pas que j'ai de la science infuse, mais moi je suis un joueur code depuis presque 10 ans maintenant. Je joue quasiment qu'à ça, donc j'ai des connaissances sur la licence que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont autant de connaissances que moi, tu vois, sans faire le mec, hein. Je parle pas de connaissances en jeu, les gars, je parle de la licence, etc., l'histoire de Call of Duty, quoi. Enfin bref, moi je connais pas Conquerax, enfin, je connais des noms, mais j'ai jamais regardé de vidéos à lui, mais on m'a dit que c'était un mec qui faisait des bonnes vidéos, en vrai, c'était vraiment un bon taf, donc bah franchement, on va regarder ça, y a pas de problème, hein. C'est vraiment pas le youtubeur que je critique ou la vidéo, c'est vraiment ce qui va être dit dedans. Je l'ai pas écouté, je vous avoue que j'ai pas regardé la vidéo, mais on m'a dit qu'il y avait des conneries par rapport à Call of Duty. Donc à ce moment-là, ça va être le moment de mettre les choses au clair, etc. les gars. Et puis bah écoutez, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le petit like si c'est pas déjà fait les gars. Et comme d'habitude dans les commentaires, dites-moi ce que vous buvez à l'heure où vous regardez la vidéo. Pour ma part, ça va être un Oasis pomme cassis framboise les gars. Un, deux, trois, let's go, bismillah. Ah. Oh putain, j'ai plus de souffle. Ah la vache. Malade, c'est ça, la putain, fait chier. Bref, c'est parti, les gars. On regarde ça tout de suite, ensemble. Merde. Vous connaissez le point commun entre GTA V, Red Dead Redemption 2 et Hogwarts Legacy? Eh bien depuis 2009, ce sont les seuls jeux qui se sont classés en tête des ventes annuelles n'appartenant pas à la franchise Call of Duty. En effet, depuis maintenant 15 ans, la plus célèbre des licences FPS du jeu vidéo truste les records de vente, faisant de Call of Duty la troisième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo, derrière Ça, je savais Mario pas. et Tetris en termes de millions de jeux vendus. Que dire de plus si ce n'est bravo à son éditeur, Activision. Bravo les gars, vous êtes fait les burnes en or. Un peu trop doré même, vu qu'à mesure que le cash coule à flot, la réputation des Call of Duty va s'enfoncer dans les abîmes. La franchise va passer de FPS révolutionnaire à un truc dont on se fout un peu pour bon nombre de joueurs. Et l'un des débats préférés, enflammés des gamers, du moins fut un temps, c'était le fameux Triarch ou Infinity Ward, en référence aux principaux studios qui ont le dur labeur de développer Je les jeux pense de que la le débat est franchise. clos, Même hein. si, attention, avec Black Ops 6, on peut peut-être espérer un certain renouveau de la licence, un amour retrouvé, qui sait. En tout cas, il est reçu plutôt positivement en règle générale. Qui a fait les meilleurs Call of? Voilà. Alors Treyarch? ça, les gars, déjà, je veux bien revenir sur ça, en fait, par rapport à ce qu'il vient de dire sur le fait que le jeu soit évalué correctement. Les gars, en fait, les testeurs de vidéos, les mecs qui donnent des notes sur les jeux vidéo, c'est pas des gens qui jouent au jeu réellement. C'est-à-dire que ils vont jouer au jeu pour faire leurs tests, mais c'est pas des gens qui jouent la licence régulièrement, c'est pas des gens qui connaissent la licence. C'est des mecs qui jouent, ils font la campagne, ils font 3 games de multi, puis ils donnent leur avis, alors. Faut pas se baser sur les mecs, sur les avis comme ça, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le jeu, je crois qu'il est noté 17 sur 20, j'ai vu. Mais les frérots, en fait, c'est pas parce qu'un jeu est bien noté qu'il est bien, hein, en soi. C'est vraiment subjectif à mort, hein. Un titre d'exemple, les gars, sans vouloir cracher sur qui que ce soit. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple-là, tu vois. À l'époque, les gars, en 2021-2022, quand Weshden avait percé à l'époque avec ses chansons et tout, là, elle était numéro 1 France, même Europe, il me semble, hein, pendant 3 mois d'affilée, je crois, sur les plateformes et tout. Pourtant, est-ce que c'est une bonne musique, en vrai? Genre, pour de vrai, est-ce que c'est une bonne musique? Est-ce qu'elle a fait fait des musiques? Bah non, enfin, c'est c'est de la merde, objectivement, tu vois. Après, je comprends que que c'est un peu à certains publics. Mais c'est dire, c'est pas parce que la personne elle est numéro un que c'est forcément la meilleure, en fait. Genre, loin de là. C'est pas parce que un chanteur il marche plus qu'un autre qu'il est meilleur qu'un autre, par exemple. Ou pas parce qu'un film il perce plus qu'un autre qu'il est meilleur qu'un autre, par exemple. Voilà, les gars, c'est juste. Je veux revenir là-dessus. C'est pas parce que le jeu a 17 sur 20 que c'est une révolution Call of Duty et machin, machin, que c'est un code incroyable parce que les autres ont 15 sur 20. Alors, non, ça veut rien dire. On poursuit.
Infinity Ward, suspense. En vérité, on s'en fout un peu, non? Je sais pas, il y a des choses peut-être plus intéressantes à aborder. Non, en réalité, ces querelles qui ne servent à rien, ou le COD bashing m'importe peu, parce que je pense que le débat se situe ailleurs. Tapis dans les bureaux de l'éditeur de Call of Duty. Je parle de celui qui a été pendant plus de 30 ans le PDG d'Activision, le dénommé Robert Kotick. Et oui, un Bobby pour les intimes. Oui, parce que beaucoup ont parlé de Call of Duty avec d'excellentes vidéos, je pense à celle de The Great Review, qui vraiment, bah voilà, c'est peut-être l'une des meilleures sur le sujet en France. Alors, il y a bah, The Great Review. Bah, en plus, bah, il dit c'est une des meilleures vidéos sur le sujet en France. Oui et non, parce qu'en fait, sa vidéo est intéressante, il détaille tout, mais elle a été debunk à un moment. Hein. Sa vidéo, il y a beaucoup de conneries dedans. Il y a Loctet2 qui la debunk, sa vidéo, avec des preuves, etc. Les gars, faut pas prendre la vidéo de Great Review comme argent comptant et genre, enfin, et vérité pure pour se baser dessus. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries dans sa vidéo. Hein. Et j'espère que Conqueract va pas se baser sur ce que disait The Great Review, parce qu'on va se marrer sinon. C'est sympathique. Au-delà des jeux qu'on va aborder, bien sûr, mais j'avais envie d'avoir cet angle un petit peu sur le personnage, qu'est ce Kotick. Parce que n'ayant comme seule aspiration dans la vie d'avoir un compte en banque bien rempli, il est devenu, en l'espace de quelques décennies, l'un des hommes les plus détestés du jeu vidéo. Comment est-ce possible? Sentiment exacerbé par son emprise sur les Call of Duty, parce que COD, c'est Bobby Kotick. Enfin, c'était, parce qu'il n'est plus là, tu vois. Cette franchise n'était que l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main, l'ombre de son chien. Et si l'on veut comprendre comment Call of est devenu le monstre ultime du jeu vidéo, il faut comprendre Bobby Kotick. C'est pour ça que je me dis ça peut être intéressant et original. Parce que Call of c'est des très hauts, mais aussi des bas. Et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans cette vidéo, parce qu'en ce moment, pas trop référencé au niveau de ses formats. Voilà, ça ferait plaisir. Merci. Petit aparté, je suis super content parce que cette vidéo, elle est en partenariat avec PowerLab et Corsair. C'est grâce à eux qu'elle est possible. Le PC disponible évidemment sur powerlab.fr. Je vous mets le lien juste ici en description. N'hésitez pas à aller voir. Attention, après cette promo, je dois le rendre. J'aurais voulu le garder, mais bon, c'est comme ça. Ah, c'est l'après-Noël. C'est vraiment top et ils permettent la réalisation de ce format long et l'histoire de Call of. Ah, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir. Générique. Un cendrier. C'est ainsi que Kotick perdit sa virginité. Rien de salace, je vous rassure. Non, il se trouve que le premier deal qu'a conclu Kotick fut la vente d'un cendrier pour 3 dollars à l'un de ses copains de maternelle. Ce n'est pas une blague, c'est même la mère de Kotick elle-même qui raconte cette histoire pour le magazine Forbes. Et ce qui est génial avec cette histoire, c'est que les portraits de businessman pour Forbes sont des hagiographies. Ils sont conçus pour mettre en valeur une personne. Et le premier élément qui ressort de celui de Kotick, c'est sa maman. On comprend facilement l'environnement dans lequel Kotick a grandi. Fils d'un père d'avocat et d'une mère décoratrice d'intérieur, Bobby a grandi à Long Island, dans un milieu aisé mais loin d'être ultra riche. Son père avait des grosses connexions dans le milieu new-yorkais, mais lui et sa famille étaient cantonnés de l'autre côté de l'East River, loin des immenses gratte-ciel de Manhattan. L'objectif de Kotick va être alors de se faire un maximum de pognon, disons-le, et de faire ce que ses parents n'ont jamais pu faire, être immensément riche. Ah, il est temps de connaître la valeur de votre voiture. Putain. Alors vendez votre voiture.fr va illuminer votre journée. Saisis. Vous connaissez le point commun entre GTA V, Red Dead Redemption n'ont jamais pu faire, être immensément riche. Il va alors passer sa jeunesse et son adolescence à monter des business en tout genre, notamment en se muant comme l'organisateur de fêtes de son lycée par exemple. Il a monté tout un business en louant des nightclubs new-yorkais, notamment le célèbre Studio 54, afin d'y organiser des méga fiestas pour ses collègues lycéens. Mais le fait intéressant ici, c'est que Bobby n'a jamais participé à ces fêtes. Il a dit lui-même qu'il était incapable de comprendre comment tous ces adolescents pouvaient dépenser des centaines de dollars en achetant de la coke ou de l'herbe. Non, le fric que Kotick gagne, il le garde. Attention, à ce moment-là, ça ne l'empêchera pas d'être quelqu'un de considéré comme charmant et de se socialiser quand son portefeuille peut en bénéficier. Kotick a littéralement ignoré une de ses fêtes d'anniversaire pour aller faire de la lèche à un financier. Tout ça montre à quel point Bobby ne voit le monde qu'à travers le prisme du dollar et que chaque relation qu'il noue est transactionnelle. La rentabilité avant tout. Malgré son attirance pour le sacro-saint billet vert, Kotick va aller quand même en école d'art, au grand scepticisme de ses parents. Et là vous vous dites, ah mais attends, génial, Kotick il aime l'art, il a enfin une véritable passion. En vrai non, s'il fait une école d'art, c'est d'abord pour faire plaisir à sa mère, mais également parce qu'il y voit une manière de se faire du fric en étudiant les grandes œuvres d'art et combien elles se vendraient. Kotick possède d'ailleurs toujours une énorme collection d'art qui vaut des millions de dollars, mais il ne l'expose jamais. Il la garde bien au chaud chez lui comme un investissement qu'il pourrait faire fructifier à un moment donné. Ses études vont tourner court par contre quand il va rencontrer Howard Marks, un ingénieur franco-grec qui fera plus tard les beaux jours d'Apple. Ce dernier introduit Kotick aux nouvelles technologies et ils vont fonder ensemble l'entreprise Arctronics qui aura pour but de créer plein d'inventions technologiques, que ce soit des programmes informatiques ou des imprimantes
imprimante électrique. Arctronix va vite se faire terrasser par la concurrence de Microsoft et Apple, et cette première aventure entrepreneuriale va amener le Kotick à rencontrer un investisseur qui va changer sa vie, mais littéralement Steve Wynn. Alors, Wynn, comme vous voulez, il n'a rien à voir avec la tech ou le JV, non. Son truc, c'est plutôt les casinos, vu que Wynn est tout simplement le plus grand mania de Las Vegas. Il a littéralement façonné la ville en la faisant passer d'un tripot où les mecs venaient jouer leur paye comme ils pouvaient, à de la luxure que l'on connaît aujourd'hui. Ce grand ami de Frank Sinatra a bâti tout un tas de casinos monumentaux, et notamment le Mirage et le Bellagio. Lorsqu'il rencontre le jeune et fougueux Kotick, c'est le coup de foudre. Il voit en lui sa relève, et en plus de l'aider financièrement, il va devenir le mentor de Kotick qui va suivre attentivement ses petits conseils. Ensemble, ils vont investir dans Leisure Concepts, une entreprise spécialisée dans le merchandising créée par Stacy Weston, le monsieur qui a inventé, attention, les G.I. Joe pour Hasbro. Vous savez, ces jouets, ces cartoons là qui mettent bien en valeur les gros soldats avec leurs gros bras et leurs gros flingues. Vous commencez un petit peu peut-être à sentir le truc. Et avec Leisure Concepts, Kotick fait ses premiers pas dans le jeu vidéo, vu que cette entreprise a un énorme partenariat avec Nintendo, faisant pour la firme japonaise moult céréales Zelda et autres pyjama Mario. Et Kotick n'y voit qu'une manière de se faire du fric, c'est vrai, vu qu'il déteste jouer aux jeux vidéo, et voyant un hobby pouvant devenir addictif, voire même toxique. Non mais sans déconner, Bobby. Ah ouais, le mec s'encarre le nuts du JV, mais c'est pas grave, tu vois, addiction plus toxicité, c'est le combo gagnant qu'avait exploité Wynn avec ses casinos. Kotick va alors se dire, ah bah tiens, il y a une montagne de fric à se faire avec les jeux vidéo. Et pour ça, il me faut un éditeur ou un studio. Il va alors toquer à la porte des grandes entreprises dans le JV, mais va se prendre vent sur vent, notamment par un certain éditeur, Electronic Arts. Et ouais, chose que lui et son ego démesuré n'oublieront jamais, c'est une vraie vengeance par la suite, vous verrez. Kotick qui cherche donc une autre entreprise dont il pourrait prendre facilement le contrôle, et ça tombe bien, puisqu'en 1990, un gros éditeur de jeux vidéo nommé Mediagenic est au bord de la banqueroute après le crash de 1983 et le procès Magnavox. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails, parce que l'histoire de Magnavox mérite une vidéo à elle seule, et sachez que cette filiale de Philips a créé la toute première console de jeux vidéo connue avec l'Odyssey, la fameuse en 1972. Elle était extrêmement rudimentaire, à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais leur jeu star s'appelait Table Tennis, qui va largement influencer Atari pour créer Pong, légendaire. Magnavox et Philips vont alors crier au plagiat, se mettre à poursuivre en justice toutes les entreprises qui font des jeux empruntant le principe de Table Tennis, à savoir un petit point qui rebondit. Et les mecs ne vont pas poursuivre n'importe qui, vu qu'ils vont finir aux tribunaux face à Mattel ou Nintendo, par exemple. Et vous savez, le truc le plus fou de l'histoire, c'est qu'ils vont gagner en justice. Magnavox et Philips vont se faire plus de 100 millions de dollars à coup de procès. Et l'une des victimes de ce bordel, c'est donc Mediagenic, que vous connaissez sûrement sous le nom d'Activision. Et oui, début des années 90, Activision a 30 millions de dollars de dettes, dont une amende bien salée de 6,6 millions de dollars envers Philips. Le CEO de l'époque, Bruce Davis, veut à tout prix éviter une banqueroute et essaie de trouver des investisseurs pour sauver Activision. Mais leurs finances de merde puent tellement que même EA leur dit non. Alors qu'Activision, c'était quand même un grand du jeu vidéo entre la fin des années 70 et le début des années 80, quoi. Ça commençait. Kotick, il a du flair, tu vois, il voit ça. Il voit qu'Activision, malgré ses finances dans le rouge, a un énorme catalogue de jeux, mais également un gros réseau de distribution à travers le monde. Il a décidé alors de faire une OPA sur l'entreprise en achetant 25% des parts pour 400 000 $, une vraie bouchée de pain. Et il va prendre rapidement le contrôle de la boîte, remplaçant Davies en février 1991, devenant officiellement le CEO d'Activision à l'âge de 27 ans. Bobby Kotick, tel un Mozart de la finance, s'occupe d'abord d'éponger la dette d'Activision en déclarant faillite. Cela lui permet de faire un grand ménage en licenciant 142 des 150 employés de l'entreprise. Il relocalise les bureaux d'Activision à Santa Monica, au plus près d'Hollywood, et va convaincre ses créanciers de transformer les dettes en actions Activision, les promettant de leur faire gagner de l'argent au bout de 4 années. Bon, seul souci, Philips, ils refusent ce deal. Ils veulent leurs 6,6 millions de dollars tout de suite, chose impossible pour Kotick. Alors, une ultime réunion est organisée entre les avocats de Philips et Bobby, nous amenant à un moment juste légendaire. Kotick arrive dans les bureaux d'Activision, il explique son business plan aux avocats de Philips, mais ils répondent non, vous ne nous convaincrez pas. Aucune négociation n'est possible. Kotick prend alors calmement son badge d'Activision et le pose sur la table et il balance un simple good luck aux avocats. Il aura jamais dû revenir. De la réunion sous leurs yeux médusés. Il quitte donc le bâtiment, mais alors qu'il est sur le point d'ouvrir la porte de sortie, un gars de chez Philips arrive en courant et lui dit qu'ils sont finalement d'accord et qu'ils accepteront ce deal. Kotick a gagné. Bon, attention, c'est Bobby lui-même qui a raconté cette histoire, donc c'est peut-être un peu romancé, mais les faits sont là. Activision est donc sauvé de la banqueroute. Maintenant, il faut faire des jeux. Il va alors avoir une stratégie claire, se mettre en opposition avec Electronic Arts et leur fameuse Death Star Culture. Et en référence à l'étoile noire de Star Wars, dans son esprit, EA c'est le méchant empire qui vampirise ses studios et détruit toute la créativité. Et lui c'est qui? Eh bien Han Solo et les rebelles qui vont renverser le tout. Ce sont les bons grâce à leur créativité, et ouais, chose qui fait énormément rire aujourd'hui. Mais Kotick ne va pas mentir et va réellement laisser les développeurs et les studios faire les jeux qu'ils souhaitent. Et sa seule condition, c'est qu'ils soient attachés à l'une des grosses licences d'Activision
Activision afin de faciliter le marketing. C'est ainsi que l'éditeur va se refaire une vraie santé dans les années 90 en produisant des nouveaux jeux venant de la librairie Activision avec des Pitfall, Zork et Kaboom. Mais c'est le succès de MechWarrior depuis surtout de Tony Hawk's Pro Skater qui vont installer Activision comme un éditeur majeur et le premier concurrent du toujours aussi puissant Electronic Arts. Kotick veut la peau d'EA, mais il sait pertinemment que c'est impossible en jouant sur le terrain de prédilection d'EA que sont les jeux de sport. Et ce genre il remplit annuellement les caisses de l'éditeur. Alors il essaie tant bien que mal de copier ce modèle avec les Tony Hawk, mais comme nous l'avons vu dans ma vidéo sur le sujet, ça va vite dérailler malheureusement. C'est alors qu'ils comprennent un truc très important, c'est que le marché émergent, le style émergent du moins, c'est celui des FPS, les First Person Shooters. Depuis les succès de GoldenEye, Halo et bien évidemment des Medal of Honor d'Electronic Arts, eh bien on commence à voir ça de plus en plus. Je me remets à l'onanisme en vous renvoyant sur ma vidéo sur le sujet pour comprendre comment a été créée la franchise Medal of Honor. Mais il va falloir quand même que je vous parle de Allied Assault, obligé. C'est le studio 2015 Incorporation qui fut en charge du jeu, et de bien belle manière, vu que celui-ci est un vrai chef-d'œuvre. Mais bon, Oyé faisant son Oyé, l'éditeur va les dégager de la franchise. Kotick saisit alors cette opportunité pour financer puis acquérir le nouveau studio des trois têtes pensantes de 2015 Incorporation, alias Grant Collier, Jason West et Vince Zampella. Ensemble, ils vont fonder qui? Infinity Ward. Et ouais. Ça. Et ils vont surtout foutre toute la rancune qu'ils ont envers EA dans ce jeu qui doit ridiculiser les Medal of Honor, et pour ce faire, ils vont refaire tout ce qui a été accompli par Allied Assault, mais en version XXL. Nous y voilà, le premier Call of Duty. Et il est plus grand, plus fort, plus impressionnant, en grande partie grâce à sa nouveauté narrative, à savoir la possibilité d'incarner plusieurs soldats, un américain, un britannique et un soviétique. Cette astuce permet une grande variation de décors et de situations, rendant celui-ci toujours plus impressionnant. C'est ça, la grande force de Call of, c'est de t'en mettre plein la gueule. Mais oui, te faire te sentir tout petit dans ces énormes batailles, là où les premiers Medal of Honor te cantonnaient plus à un rôle d'espion à la James Bond. Dans COD, t'es un soldat parmi tant d'autres, et tu dois survivre. C'est amplifié par l'intelligence artificielle de tes alliés, de tes ennemis qui vont être très travaillés pour l'époque, ne se contentant plus d'être des plots ou de la chair à canon simple. Et dans le premier Call of, il y a aussi ces fameuses Les gars. missions Alors ça, déterminantes, je ne savais pas. Mais Code 1, du coup, c'est mon premier Call of Duty que j'ai joué de ma vie. En campagne. J'avais fait la campagne à l'époque sur GameCube. En une nuit. Avec un pote à moi. J'étais gamin, les gars. Je devais avoir vraiment même pas 10 ans ou 10 ans tout pile. Je sais pas. Et un pote il avait ramené une GameCube à la maison. On avait fait Code. Et je me rappelle. Alors, je savais pas c'était quel Call of Duty. Hein. Je me rappelle plus du tout. Mais là, en voyant les images de Code 1, bah, c'était Code 1 en fait. Tu commences le jeu dans des tranchées et tout. Si je me rappelle. Non, non, c'est ça. C'est vraiment Code 1. Mon premier code, c'est code 1, en tout cas en campagne. scénario qui va faire que on va en reparler des années après. La bataille de Stalingrad, on est largué en plein enfer sans la moindre arme, devant guetter le cadavre de nos alliés pour en ramasser une. Ça paraît simple dit comme ça, mais en 2003, quand le jeu pop, t'as jamais vu ça. Tu te dis, putain, on est vraiment dedans là. 7 novembre 2003 par chez nous, le jeu est putain d'épique. Et c'est vrai que ça fait du bien. 26 missions, 3 campagnes, de quoi te régaler, ça va te marquer en tant que joueur. Il y avait aussi déjà un mode multi qui faisait plaisir, avec de la mêlée générale, tu pouvais te foutre derrière les lignes ennemies, t'avais le mode quartier général, mais ça a été ajouté un peu après, la capture du drapeau, etc. Le match à mort par équipe bien sûr, enfin voilà. Ça va vraiment envoyer. Et puis, il y a surtout un truc, c'est la bande son. La musique, c'est quelque chose. On a un ton plus vénère, plus stressant, plus oppressant, mais en même temps, c'est le génialissime Michael Giacchino qui est à la baguette. Ce même Giacchino qui avait mis une claque à tout le monde avec ses Medal of Honor, justement. Il a beau venir de la concurrence, mais autant prendre les meilleurs, tant qu'à faire. Sa musique va d'ailleurs être très différente ici, moins cérémonieuse et symphonique que celle des MOH, mais tout aussi marquante. Bref, pour Kotick et ses équipes, eh bien c'est une énorme réussite. Il va même faire de l'ombre à Medal of Honor Soleil Levant, c'est dire 4,5 millions d'exemplaires écoulés, et surtout un succès critique 91%. Le truc, c'est qu'il y a aussi une version console de Call of Duty, c'est un autre qui va exister, un portage développé par un autre studio, Spark, également composé d'anciens développeurs des Medal of Honor, justement, tiens donc, 28 membres au total tout de même. Sauf que ces développeurs ne sont pas les petits génies de 2015 Incorporation, et ce Call of Duty, le jour de gloire que j'ai entre les mains, bon, Il ça a va, bien fait. c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il va pas emballer tout le monde et il connaîtra pas le succès de son aîné avec C'est lui, les gars, que j'ai joué là. C'est celui-là. 1,2 million de ventes, PS2, GameCube, etc. Tu Alors, commences le jeu dans les tranchées, c'est en feu et tout. C'est celui-là, les et gars. Sparks va d'ailleurs être vite remercié par Kotick. C'est bien triste. Maniabilité, intelligence artificielle à chier ici, des textures qui manquent de finesse tout de même. Non, franchement, ça tiendra pas la route. Et c'est
lui sera reproché. Alors attention, encore une fois, ça se joue, pas de problème. Mais on est loin de ce qu'on a connu sur la version PC qui était si géniale. Donc forcément, bon, ça fait un peu moins parler. En parallèle de ce bordel, eh bien il y a également une extension de Call of Duty d'Infinity Ward qui va sortir mais développée par Grey Matter, un autre studio détenu par Activision qui avait notamment taffé sur Return to Castle Wolfenstein. Et il faut savoir que les petits gars d'Infinity Ward là, ils disent attends, pourquoi il y a un autre studio qui s'occupe de ça, de Call of? Non, on veut pas être dépossédé de la licence, on l'aime bien, on est là depuis le départ, pourquoi? Ils vont alors tout faire pour pousser Activision à leur laisser les rênes de la franchise et surtout réaliser un véritable Call of Duty 2 sur PC, un truc qui déboîte sa maman, mais également sur console, et pas n'importe laquelle vu qu'une certaine Xbox 360 flambante neuve est sur le point de sortir, première console haute définition. Ah, les fameuses télévisions HD ready, on s'en rappelle. En attendant, il y a un autre Call of Duty baptisé Big Red One qui est développé par un autre studio, le tout sur PS2, Xbox et GameCube, mais j'en reparlerai plus tard. Je sais, c'est fouillis un petit peu ce début de franchise, mais vous inquiétez pas, ça va vite s'éclaircir. Kotick étant convaincu par les arguments d'Infinity Ward et surtout les ventes du premier opus, son accueil, ils vont les laisser gérer le nouvel opus PC, en plus aidé par Microsoft, en collaboration pour faire de ce Call of Duty 2 donc le FPS star du lancement de la console, challenge qui sera relevé haut la main. On y est, Call of Duty 2 est un jeu du line-up de la console, et quel jeu! Peut-être l'un des meilleurs à la sortie du support. C'est une véritable claque visuelle déjà dans un premier temps, avec un moteur graphique créé spécialement pour celui-ci, le IW2. Ce moteur graphique va permettre à la saga de faire un bond dans le temps, avec une lumière encore plus belle, un gros travail sur les ombres, la possibilité d'avoir des grenades fumigènes et des débris qui partent dans tous les sens quand il y a des explosions notamment, et des textures encore plus travaillées. Les équipes d'Infinity Ward vont carrément se déplacer, attention, sur d'anciens champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale pour être les plus fidèles possibles à la réalité. Je veux dire, si ce n'est que l'immersion est encore plus grande aussi, le son a une importance cruciale, le son des armes, des grenades, des ennemis, le tout muni d'une intelligence artificielle alliée et bien poussée, te prévenant en temps réel de la position de tes ennemis par exemple. On est toujours sur la Seconde Guerre mondiale, on va passer par le front russe, l'Afrique du Nord, le front normand, et c'est vrai que ça claque, franchement, y a rien à dire. Bon alors oui, c'est un petit peu court au niveau de la campagne, mais c'est une très belle expérience en HD s'il vous plaît. Call of Duty 2, il va être un gros succès, avec son 89 sur Metacritic et de très grandes ventes au lancement de la 3.6 avec 200 000 unités écoulées la première semaine de sa sortie. C'est officiellement devenu une franchise, attention, et pas n'importe laquelle, qui rapporte du fric. C'est ce qui est voulu. Et qui dit fric dit, bah évidemment, le Bobby Kotick, bien sûr, attends, quand même, et jamais loin. Tout son discours anti-Electronic Arts qu'il a tenu pendant 2 décennies va vite disparaître à la vue des dollars qui tombent dans sa poche. Et désormais, il exige quoi? Et ça, c'est con, un Call of Duty par an. Ça rappelle Assassin's Creed. Le hic, c'est que les gars d'Infinity Ward, ils voient ça, ils se disent, mais attends, c'est n'importe quoi, nous on peut pas tenir la cadence. Il faut au moins 2 ans pour sortir un Call of Duty. Une décision est prise, celle de l'alternance entre 2 studios. Comme ça, bah t'as un Call of quand même par an. Et c'est ces décisions-là, les gars, on peut le cracher dessus à Bobby Kotick, hein. Y a pas de problème, hein. C'est que pour les thunes et tout. Je suis d'accord. Mais c'est cette décision-là qui a fait que Call of Duty est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, avant que ça parte en couille. Le fait d'avoir un Call of chaque année développé par 2 studios différents, c'est ça qui a donné l'ordre de la licence, hein. Voilà, c'est vraiment ça, les gars, Voilà, pour le et ce coup. sera pas toujours Infinity Ward, ce sera Qui a aussi rendu parfois la Treyarch. licence Oui, populaire. Kotick va donc amener ce nouveau studio dans la danse. Ce même Treyarch qui venait d'absorber Grey Matter, puis qui s'était chargé du Call of Duty 2 Big Red One. En plus de ce petit CV, Treyarch était également un studio très bien vu par Activision, vu qu'ils ont bossé sur un wagon de leur jeu Marvel du début des années 2000, notamment une tripotée de jeux Star Wars. Et tiens, Big Red One, nous y voilà, parlons-en quand même. Alors, c'est comment? Bah, ok tiers. C'est loin de ce que fait Infinity Ward, c'est vrai. Un peu comme si le soufflet retombait après un bon gonflement, tu vois. Il est assez classique, pas forcément magnifique, mais il fait le taf. Il y a une immersion pour certains qui n'est pas assez poussée. Moi je trouvais que ça va. Et puis t'avais toujours la fameuse séquence de char qu'on a vu 100 fois déjà. Bon, enfin, j'en passe, c'était pas très original. Alors beaucoup diront ok, mais la nostalgie joue un peu sûrement. En tout cas, c'est mon point de vue. Il est pas horrible, attention, mais pas non plus révolutionnaire. Nouvelle fois dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, on commence à voir un petit peu le topo, avec les campagnes italiennes, françaises, l'Afrique. Enfin voilà, le mode difficile est assez complexe, mine de rien. Mais le problème, c'est qu'il sera surtout constamment comparé à la version Xbox 360, enfin à ce Call of Duty 2 qui était là aussi et qui lui, par contre, avait ébloui tout le monde. Là, forcément, on est sur les consoles d'une gêne inférieure, donc voilà. Et comme je le dis, leur travail est loin d'être honteux, à l'image de leur sympathique Minority Report. Mais bon, la Treyarch, c'est un studio mercenaire à la solde d'Activision, Ils font ce que l'éditeur leur demande et basta. Et le truc, c'est que malgré, ce Big Red One, ok, ils vont surtout s'occuper de Call of Duty 3, au grand désarroi d'Infinity Ward. Les dirigeants, ils comprennent que Kotick, il en a rien à foutre d'eux, qu'il vient de commencer en fait son essorage de la franchise. Et c'est fou parce que après plusieurs mois de développement, c'était assez intense mine de rien, vous imaginez bien, un Call of par an, donc tous les 2 ans, il faut quand même le vouloir, sortir une campagne
campagne solo très importante à ce moment-là, un peu plus que le multi, même si le multi avec la 3.6, bah voilà, ça commence à être un peu la norme. Et également, je rappelle aussi que la PS3 avait son mode online totalement gratuit, et c'est dire t'achetais un jeu pour son mode solo, également son multi, mais avec les potes, tu vois. Et les mecs, bah ils sont pas contents. En tous les cas, Call of Duty 3 en marche vers Paris, eh bien, il débarque, et le 10 novembre 2006 par chez nous. Et alors lui, bah ce sera simplement un énorme succès commercial. Et il surfe sur le succès du second opus, il va s'écouler à 7,2 millions d'exemplaires. C'est un record pour la saga à ce moment-là. Le jeu est bon, c'est vrai, mais on est en dessous encore une fois des deux premiers opus. C'est vrai, ça suinte un peu l'opportunisme, et ça va filer la rage à Infinity Ward, qui va totalement changer son fusil d'épaule pour le quatrième. Oui, parce que c'est eux qui vont s'occuper du quatrième cette fois, heureusement. Alors ce Call of 3, il est intéressant pour le fait de voguer entre plusieurs armées alliées différentes. On avait les armées canadiennes, britanniques, mais il reste quand même daté lorsqu'il sort, surtout blindé de bugs en tout genre et trop linéaire. On a des phases de QTE répétitives en prime, assez mal gérées. Bon, attention, le gameplay reste efficace, c'est vrai en général, l'immersion elle est bonne, on prend du plaisir à dézinguer les ennemis qui nous barrent la route, que ça soit au gun ou sur une jeep, un tank des familles, c'est très intense. En tout cas, par contre, les ventes elles sont incroyables, on l'a vu une nouvelle fois. Kotick ça lui va très bien, il se dit oh ben j'ai fait un bon coup en fait avec ce système là. Ce sera l'opus alors le plus vendu de la franchise, surclassant MOH qui tombe dans les méandres, hein, Medal of Honor, où c'est je ne sais pas. Mais Infinity Ward veut faire mieux. Le studio sait qu'il doit à tout prix se démarquer de Treyarch alors qu'il va avoir une idée de génie, celle de ne pas situer le jeu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce Call of 4 se passera dans le présent, sera d'actualité, sera moderne. Moderne, tiens. Ouais bon, il y a peu de suspense, je parle évidemment de Call of Duty Modern Warfare, le jeu qui va révolutionner la saga, mais également le FPS tout entier, ne mâchons pas nos mots. Il y avait bien évidemment Révolutionner le FPS multijoueur, hein, je précise les gars. eu des FPS modernes avant ce jeu, attention, le plus connu étant Counter-Strike, mais presque rien d'autre qui n'aura un impact aussi puissant que Et celui de W en plus les gars, je vais oser dire, hein, c'est grâce à Treyarch qu'ils ont fait un code aussi bien. Parce que mon gars, ils avaient tellement le seum que Activision fasse confiance à Treyarch et pas qu'ils gardent la main sur Infinity Ward, qu'ils ont continué ils ont fait un grand jeu de ouf pour concurrencer Treyarch de base, hein. C'est-à-dire que même à l'époque, les gars, des jeux que solo, Treyarch leur faisait péter un câble, il était meilleur que déjà, tu en tout cas sur console, débarque en fanfare le 9 novembre 2007 par chez nous et va tout exploser. Fini les vieux tanks et les Hammond Garand, place au AC-130 et au M4. La campagne est un mix entre du Tom Clancy, du Michael Bay et du Mission Impossible. On a également des missions d'infiltration qui vont te faire suer du front avec la mythique mission de Pripyat. Et bien évidemment, on a le moment le plus marquant du jeu. Spoiler, si jamais vous vous refaites la campagne, ding donc vous pouvez quitter la vidéo, une explosion nucléaire qui tue ton personnage principal. Bon, ces séquences que je décris peuvent paraître banales aujourd'hui, mais en 2007, on n'avait jamais vu ça. Modern Warfare te prend à la gorge et te dit oublie tout ce que tu sais sur les FPS, là t'as le futur sous les yeux mec. Mais la grande révolution du jeu, c'est bien évidemment son multijoueur. C'est simple, toutes les bases qui perdurent de nos jours, c'est Modern Warfare qui les a installées sur console. Attention, les killstreaks, la killcam, les classes de joueurs, tout le système de progression avec le fameux prestige. Ce multijoueur est absolument incroyable et va rendre accro tous ceux du monde entier à travers un truc tout con, bah c'est la progression. Quand tu joues à Call of en ligne, t'as une sensation de progression. Tu gagnes toujours quelque chose, que ce soit une arme, un rang, un prestige. Et ça te permet de te comparer à tes potes, tes adversaires, ainsi que de déterminer qui est le meilleur ou non. Et donc le titre devient une espèce de compétition générale, chose qui va être ô combien importante dans le succès de la saga. Modern Warfare, il est acclamé par la critique et se vendra 20 millions d'exemplaires. Un truc de malade, 20 millions. Là où il y avait les 7,2 millions qu'on a vus précédemment. Le problème, c'est qu'Infinity Ward et ses dirigeants, Jason West et Vince Zampella, bah ils commencent à détester Kotick là, hein, au fur et à mesure, qui continuent de malmener leur licence en confiant le 5e opus à Treyarch. Ah non, ils sont vraiment pas contents parce qu'ils se sont dit avec 20 millions, c'est bon, ils vont nous le filer, nous laisser 2 ans quand même, tranquille. Bah non, pas du tout. West et Zampella vont alors forcer Kotick, attention, à signer un nouveau contrat, leur assurant une tonne de royalties sur tous les jeux de la licence et même ceux de Treyarch. En plus de ça, ils exigent d'avoir l'exclusivité sur la fabrication des Call of dits modernes. Et moderne, bah ça part des années 90, hein, donc de la fin de la guerre froide à tout ce qui est futur. La dernière condition, c'est d'avoir aussi la possibilité de faire un autre jeu de leur choix hors Call of Duty. Alors bizarrement, Kotick, bah il accepte ce contrat à une seule condition, que Vince Zampella et Jason West soient à la tête d'Infinity Ward. Bon bah, ok, hein, si l'un des bonhommes quitte le studio, bah le contrat il est caduque. Ce à quoi Zampella et West disent, oh, bah, si vous nous virez alors qu'est-ce qui se passe? Kotick leur assure que ça n'arrivera pas, parce qu'ils sont ses poulains, parce qu'ils leur apportent trop de fric, et que se faire du fric, c'est sa raison d'être. Donc Zampella et West, ils signent un contrat avec une certaine dose de naïveté. Ils n'ont pas vu, hein, le truc qu'il pouvait y avoir derrière. Nous voici donc face à World at War. Après des mois de développement, un an plus tard, voilà comme d'habitude, eh bien c'est le Call of Duty 5, en gros. Il est développé par Treyarch donc, et se retrouve à explorer de nouveau la Seconde Guerre mondiale. Et cela, bah au grand désarroi c'est vrai des fans de Modern Warfare
Warfare qui en avait ras le cul de cette époque devenue ringarde pour les FPS à leur sens. Ouais, c'est bon quoi, c'est du vu et revu. Et c'est vraiment dommage parce que World at War va être plutôt cool, hein. Il sort le 18 novembre 2008, la campagne solo est assez vénère, on y incarne un soldat américain qui se bat dans le Pacifique et un soldat soviétique que l'on suit du massacre de Stalingrad à la conquête de Berlin. C'est peut-être le Call of le plus violent d'ailleurs, hein. Les démembrements bien sanglants sont une belle illustration, mais tout le reste du jeu va être aussi déterré quoi, à l'image des combats blindés d'hémoglobine dans les îles japonaises, avec des soldats totalement tarés qui te foncent dessus au katana, te forçant à les cramer avec ton lance-flamme. Enfin, voilà, côté soviétique, tu te bats dans la neige, dans les ruines d'Europe de l'Est, tu sens le froid et le désespoir, et la campagne se termine avec une mission incroyable, spoiler, où l'armée soviétique s'empare du Reichstag. Et en plus de ces magnifiques décors, nous avons un compagnon de qualité en la personne du sergent Viktor Reznov, peut-être le personnage le plus charismatique de la saga, désolé Captain Price, doublé par le génial Gary Oldman, rien que ça. Le multijoueur, lui, il est dans la lignée de Modern Warfare, mais le grand ajout de cet opus, c'est quoi? Le mode zombie, devenu aujourd'hui une trademark de la série. Mais c'est Par le gars, il a dit que c'est dans la même lignée que Modern Warfare. C'est faux, les gars, aussi, ça faut dire la vérité. World at War, les gars, il a pas été apprécié, hein. Les gens, ils sont restés 2 ans sur Code 4 à l'époque, hein. Ouais, t'avais le mode zombie, mais si on parle du multijoueur pur, les gars, le multijoueur de World at War, il a marqué personne en vrai, hein, objectivement. C'était loin d'être gagné parce que je vous rappelle que World at War sort en 2008. En 2008, les zombies, c'est tout sauf bien. C'est ringard, hein, tout le monde s'en fout. À part 2-3 films marquants comme L'Armée des Morts ou 28 jours plus tard, les zombies sont aux abonnés absents. Je veux dire, à ce moment-là, quand on te parle de zombies nazis, tu penses plus à une série Z que tu louerais à bas prix dans un vidéoclub, s'ils existaient encore. Or, ce petit mode-là, il va marquer les esprits. Parce qu'en plus d'être stressant au possible, il sert un peu d'échappatoire à tous les joueurs qui ont marre du multi toxique et qui veulent quand même jouer avec leurs potes à Call of. T'as pas de problème de camper ou de spawn kill dans le monde zombie, non. Et ça tombe bien parce que, au fur et à mesure du temps, on va s'habituer. Et ce sera vraiment très apprécié. On estime les ventes entre 15 et 19 millions. Bon, ça va quand même, hein. Et ça c'est cool parce que finalement, le fait d'avoir utilisé ce cadre, ça laisse une plus grande marge de manœuvre pour Infinity Ward sur la suite de Modern Warfare qui va s'appeler sobrement, hein, Modern Warfare 2. Et avant d'attaquer ce gros morceau, faut parler quand même du trailer absolument dinguissime qu'il a eu. Sans exagération, je pense c'est l'une des meilleures bandes annonces existantes pour un jeu vidéo. Sur fond d'Eminem, cette minute 32 a fait tomber pas mal de mâchoires. Incroyablement montée, rythmée. Non, je sais pas, tu vois des gars grimper sur une falaise enneigée, puis les États-Unis en pleine guerre, une course poursuite en jet ski, et puis le climax, la putain de station internationale qui se fait pulvériser, projetant le joueur dans l'espace. Non mais un truc de fou. Ah les mecs, ils ont mis le paquet marketing, hein, ils le savent. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que Modern Warfare 2 se met à la hauteur de ce trailer. Déjà, d'un point de vue visuel, c'est clairement le meilleur Call of jamais réalisé. Enfin, à ce moment-là, le mode solo t'en met plein la tronche. Chaque mission est remplie de moments cultes. Modern Warfare 2, c'est un chef-d'œuvre de fourniture avec, comme claire référence, le cinéma de Michael Bay, plus précisément The Rock. T'as carrément 2 scènes iconiques du film qui sont reprises telles quelles dans le jeu, à savoir la fusillade dans les douches de la prison et le final à la Maison Blanche où tu cavales sur le toit pour allumer un feu vert, empêcher le bombardement. Mais la référence que j'adore, c'est le titre de la première mission où les Russes envahissent les États-Unis. Cette mission s'appelle Wolverines, en référence au film L'Aube Rouge, sûrement le plus réac des années 80, hein, ce qui est un exploit en soi. On y voyait les Soviétiques envers les États-Unis et massacrer les Américains. Ok, alors est-ce que c'est subtil ou nuancé? Pas du tout, et même on s'en fout du moment que tu as ces plans qui tabassent. Et dans cette mission, t'en as une dès le début qui te décolle la rétine lorsque tu vois au-dessus d'un petit pavillon bien américain une horde de parachutistes russes tomber du ciel. C'est incroyablement mis en scène via un level design simple et astucieux. Ça te force à regarder ce spectacle entre deux barricades quand tu cavales comme ça in-game. Et en fait, c'est là toute la force de MW2, c'est ça, mise en scène. C'est de moins en moins scripté en fait, hein, et le jeu te donne le choix de créer ta propre mise en scène en te laissant libre de tes mouvements. Ça rappelle un moment magique dans Red Dead 2 où après une série de missions compliquées et des trucs assez dramatiques dans l'histoire, une chanson de Willie Nelson se lance sans que tu aies le moindre objectif ni mission à accomplir. T'as juste à chevaucher où tu le souhaites en totale liberté. C'est le même principe dans MW2 où cette liberté, alors oui, il y a du script, hein, c'est sûr, ça va créer des moments iconiques tels que la vision de la Maison Blanche en plein apocalypse quoi. Et ce contexte de guérilla sur le sol US, c'est également un choix audacieux. Ça te place dans des décors typiques américains comme un fast-food quoi, c'est l'exemple même. Le jeu te crée en fait des images très réalistes que tu n'oublies pas. Et cette obsession à créer des moments marquants amènera à la fameuse mission No Russian qui va faire tant polémique. Plus besoin de la présenter, moi elle m'a beaucoup marqué, hein. Aussi cruelle qu'impactante, c'est la preuve que les gars d'Infinity Ward ont tout donné et en ont fait le Call of peut-être le plus mémorable de la franchise. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi c'est peut-être le cas. Et puis on parle de tout ça mais on oublie quand même un point crucial, le mode multijoueur. Eh ben il sera à nouveau au firmament avec des maps qui feront date, des killstreaks mythiques comme la fameuse Nuke où tu peux littéralement faire péter la map si tu arrives à tuer 25 personnes sans mourir. C'est cet opus qui va faire exploser le mode online de Call of qui était déjà quand même bien rempli, hein, c'est vrai avec les précédents jeux. Et quand tu combines tout ça avec en plus YouTube qui vraiment est là, présent dans le cœur, hein, de plus en plus de personnes, la démocratisation d'internet, ce partage général, t'as un espèce de phénomène mondial, hein, qui se crée. Limite si tu joues pas à Modern Warfare 2, voilà, hein, tu es pas dans le coup, c'est fou. Et les maps putain, Invasion, Karachi, Kari, Rundown, oh la Rust, bien sûr Rust, Skid. Et les mecs, attends,
Attends, dans ce qu'il vient de citer, à part Skid Row et Rust, quelles sont les bonnes maps? Draw, le terminal, le Terminal, fameux, oui. on a tous joué dessus au moins une fois, non? Estate, etc., Et c'était etc. Enfin horrible. voilà, Afghan c'est tout le monde, je horrible. pense, qui parle Ah, au ils sont moment où tu horribles. regardes cette vidéo. Bon, par contre, Ils attention, sont tout horribles, ne peut les pas maps, être ce jeu. toujours rose. Le contre-coup de cela, eh ben, c'est la communauté ultra toxique qui Ouais, va en découler. Les mecs, c'est une dinguerie. Ah, il a les raison. insultes vont fuser dans tous les sens. Les rage quits se multiplient. Les campeurs sont légion. Et finalement, ça casse beaucoup de choses dans le jeu. Et il y en a pas mal qui vont abandonner à cause de ça. D'une certaine manière, tu joues à Call of, non plus pour le fun, mais pour la compétition pure. Ce qui nous amène à la fameuse phrase qui a rendu Bobby Kotick aussi célèbre auprès des joueurs du monde entier. Elle a été prononcée en 2009 lors d'une conférence de gros businessman devant un parterre de col blanc. Il va balancer tranquillement que son but était de, attention, take all the fun out of video games. Je vous le traduis, enlever tout le plaisir des jeux vidéo. Ah, t'es con Bobby ou quoi, sérieux? Qu'est-ce que tu fous? On peut peut-être apprécier l'honnêteté du monsieur. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? En tout cas, il a bien réussi sa mission dans les codes à partir de 2019, les gars. En tout cas. Surtout quand on se rappelle que le mentor de Bobby, c'est le type qui avait créé Las Vegas moderne, tu vois. En fait, il y a peut-être une certaine logique un peu diabolique, c'est vrai, mais créer cet environnement toxique pour soutirer un maximum de thunes pour les joueurs. Bah oui, compétition oblige, bah voilà, hein, tu vas t'investir à fond. Et quand tu combines ça avec l'arrivée merdique des microtransactions, tu obtiens un combo mortel. Et c'est vraiment dommage parce que les COD jusqu'à présent sont de bons titres. C'est même devenu ici iconique là, à ce moment-là. Enfin, hormis au départ ceux de Triarch, ouais, tu pouvais discuter un petit peu, mais bon, Modern Warfare 2, ça posait vraiment le truc, c'était très bien. Ah, j'imagine même pas la jouissance de folie qu'a dû avoir Non. le Kotick Le mode campagne était très bien. Le mode multi était toxique. là, parce qu'il a appris qu'on pouvait acheter des skins d'armes. Oui, on pouvait vendre ça, se faire une tonne de fric avec, les avatars de Nicki Minaj ou autre, conneries là, je ne sais quoi, parce qu'il va favoriser le pay to win, et quand tu sais l'antichambre de l'affaire que les Call of avant que ça arrive, bah, tu comprends facilement que le multi des prochains COD ne sera pas un havre de paix. Mais bon, Kotick, hein, au niveau pay to win, c'est vrai, c'est quand même un enfant de cœur face à Electronic Arts à ce moment-là. Ouais, son mode fut, c'est une véritable folie. Là où Kotick va littéralement péter un câble avec les microtransactions, bah c'est sûr, World of Warcraft. Parce qu'en 2008, Activision vont fusionner avec qui? Blizzard. Dans les faits, c'était Vivendi, donc Blizzard qui était en majorité après la fusion. Mais Kotick est une telle machine à cash que Vivendi va lui laisser chapeauter l'entreprise et détruire un peu l'âme de Warcraft petit à petit, en forçant les devs à créer toujours plus d'extensions, de contenu additionnel aux grandes dames de Mick Morhaime, le CEO de Blizzard, qui va mener une guerre intense avec ce dernier, et cela pendant des années. Je vais pas détailler cette histoire, hein, parce que sinon la vidéo pourrait durer 3 heures, mais je vous conseille le livre Play Nice de Jason Schreier, que vous devez peut-être connaître. Il raconte toute l'histoire de Blizzard, et notamment la rivalité incroyable entre Kotick et Morhaime. Bref, digression. Retour à Modern Warfare 2. Et le jeu va se vendre, accrochez-vous bien, à, non pas 20, non pas 25, mais 30 millions d'exemplaires. 30 millions. C'est un truc de malade mental. Presque 5 millions d'exemplaires écoulés en quelques jours à peine. C'est du jamais vu. C'est le plus gros lancement de l'histoire du jeu vidéo à ce moment-là. Et même de l'histoire du divertissement en termes de recettes. Pour resituer un petit peu le truc, c'est Je crois que GTA 5 du sorte. temps, et Modern Warfare 2, c'est la pierre angulaire de la série. Et ce succès, il signifie une chose, hein, surtout pour Kotick. Ces enfoirés d'Infinity Ward avec leur contrat à la con, bah ils me prennent trop de pognon. Faut faire quelque chose. Kotick va donc, oh surprise, virer West et Zampella. Mais oui, rappelez-vous, c'était soi-disant leur petite poule aux œufs d'or. Rien ne va vous arriver. On lui fait pas au Bobby. Et rappelez-vous sur le contrat, bah ça va rendre celui-ci caduque. Voilà. Et sous prétexte de quoi? Qu'ils étaient en train de fricoter en secret avec Electronic Arts, je vous le rappelle, l'ennemi juré. Du pipeau total. Wesh et Zampella vont alors l'attaquer en justice et tout ce carnage se réglera, faut le savoir, à l'amiable à coup de gros chèques. Bah ouais, on est comme ça. Forcément, suite à ça, ça va être le gros bordel hein, chez Infinity Ward qui perdent leurs deux maîtres, hein, leurs deux têtes pensantes. Et il y a un paquet de devs qui vont se barrer parce que ce n'est plus possible de bosser pour Activision. Et Kotick va se retrouver peu à peu seul à la barre des Call of Duty. Ce qui va signer un peu le début de la longue déchéance de la saga. Bah ouais, c'est un peu une Ah. déchéance artistique aussi hein, cette Ah fois. bon? Et alors avant justement de rentrer dans le dur de la saga, il y en a quand même un très cool qui va popper. Et encore aujourd'hui, on en parle, eh bien c'est Call of Duty Black Ops. Évidemment. Et par qui? Bah par Treyarch. Treyarch qui, pour l'une des premières fois, va tenir la dragée extrêmement haute aux productions d'Infinity Ward. Et enfin, une véritable concurrence, mais au sein de la même entreprise, si tu veux. Donc c'est un peu, voilà, enfin, au sein d'Activision, tu vois, t'as compris. Franchement, Black Ops, y a même plus besoin de dire Call of. À peine on prononce ça, on a compris. Et bingo, ça va faire mouche. Cette fois, le jeu se déroule pendant la guerre froide. Et c'est une suite directe de World at War. Retour à l'ancienne. On y retrouve notamment notre ami Reznov pour ce qui est peut-être l'une des meilleures campagnes solo
de la franchise. C'est tout aussi bourrin que Modern Warfare 2, mais quand tu y ajoutes toute la folie qu'entoure cette période à coup de guerre du Vietnam, assassinat de Kennedy, projet MK Ultra, bah t'as un jeu totalement dingue avec un scénar imprévisible et très bien référencé. Le mode zombie il est là, il est également de retour et plus massif que jamais. Peut-être même trop parfois, mais bon, quand même. C'est vraiment avec cet opus d'ailleurs que les devs vont partir en burne, hein, avec le délire de l'or autour du mode zombie que les joueurs doivent découvrir en faisant des petites quêtes entre deux hordes. Bon, je sais qu'il y a des fans, mais c'est tellement fou. Le véritable ajout quand même, hein, majeur de ce Black Ops, eh bien c'est le mode studio qui va te permettre d'enregistrer tes clips et tes parties. Une fois le clip enregistré, converti, il va direct sur le site de Call of avant de pouvoir être partagé sur YouTube. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui se sont découverts une vocation grâce à ce mode studio. Et avec plus de 31 millions de copies vendues, soit plus que Call of Duty Modern Warfare 2, eh bien c'est tout simplement l'opus le plus vendu de l'histoire à ce jour. Et en plus, attends, c'est encore mieux, Kotick il a désormais toutes les cartes en main. Fini les mecs de chez Infinity Ward là qui l'emmerdent, qui le bloquent ou quoi que ce soit. Non, toujours plus d'argent mon pote. Et il va pas se gêner pour faire un peu n'importe quoi et transformer la saga en une espèce de machine à cash, mais sans aucune véritable limite, même pas celle de faire des bons jeux, tu vois, c'est un peu problématique. Alors, vu que c'est le cas chez Infinity Ward après les licenciements qu'on a vus, Kotick il va décider de faire appel à un de ses autres studios mercenaires. L'objectif, bah, c'est de continuer sur cette lancée avec Modern Warfare 3, tant qu'à faire, et ce sera Sledgehammer Games qui va s'en charger. Alors ces derniers ils vont rester sur celle-ci et tourner avec Treyarch et Infinity Ward pour les autres de la licence qui seront tous des succès commerciaux mais moins marquants et fondateurs que les opus précédents parce que en fait pour ce Modern Warfare 3 ils seront au développement avec Infinity Ward mais bon vous avez compris les équipes elles ont changé, enfin il y a tout un truc quoi. Et pour le multijoueur c'est Raven Software qui va s'en occuper. Malheureusement on sent qu'il y a eu du changement parce que Modern Warfare 3 c'est clairement le moins bon de la série. C'est le plus Quoi? oubliable. Il sortait en Les gars, mais en fait, tu vois, ça le problème, c'est qu'en fait, il fait une vidéo sur Call of Duty, tu vois, genre chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il sait pas de quoi il parle. C'est-à-dire qu'en fait, ça se voit qu'il c'est pas un joueur Call of Duty, c'est pas un joueur Call of Duty. Il se base que sur les chiffres. Les gars, NW3, c'est le Modern Warfare le préféré de la licence, en fait. Genre, globalement, en pour tous les 2011, ah OG, oui, on prend les mêmes et on recommence, mais il n'y a rien de fou, d'innovant. tous les Pourquoi bons l'acheter joueurs. d'ailleurs, hormis se frapper un scénario qui veut trop en mettre plein la gueule dans l'excès? On n'est pas surpris, disons, car on a déjà vu mieux. Reste les modes quand même Spec Ops et Survie, c'est des ajouts sympathiques qui vont te permettre de squatter un peu plus le jeu avant de le foutre à la benne. Non, je déconne, de le mettre dans ta bibliothèque. Et le multi, il est vraiment impacté par le niveau hallucinant de campeur. On dirait que le level design a été créé en ce sens, tu vois. Mais mec, le level design a été écrit pour les campeurs, mais sur quasiment tous les Call of Duty, en fait, hein. Plus tu mets d'éléments toxiques dans ton jeu, plus la communauté va jouer toxique. Alors c'est logique. Et c'est pour ça que les Modern Warfare, il y a beaucoup plus de choses toxiques que sur les Treyarch, tu vois, d'Infinity Ward. Enfin, les Treyarch, du coup, le Black Ops de Treyarch et les Modern Warfare d'Infinity Ward, les gars. Et c'est bien pour ça, enfin, sauf peut-être récemment sur les derniers, tu vois. Mais c'est bien pour ça, les gars, que Treyarch est globalement plus apprécié en multijoueur que les Modern Warfare. Et puis les killstreaks, c'est vraiment trop puissant. Il y a des problèmes d'hôtes aussi, mais tu peux être nul. Donc, alors, vu que les killstreaks sont puissants, on voit pas quoi ils sont puissants, enfin, ils sont normaux quoi. Ils sont pas plus puissants qu'un autre code, hein. Vu que la communauté campe et parce qu'il y a des killstreaks puissants, bah, du coup ça fait que c'est un jeu moins bien. D'accord, ok. Non. Pas les mêmes critères. À chier, foutre des têtes comme jamais. Alors, je sais pas, ça a été peut-être facilité au niveau de la visée à voir. Et par rapport là à un concurrent qui arrive et qui déboîte en plus sur son passage et qui techniquement est incroyable, Battlefield, eh ben ça va faire un petit peu pas le figure. D'ailleurs, il est largement surnoté par la presse à mon sens. Quand on voit celle des lecteurs, hein, je me fierais plus à eux. En tout cas, moi c'est ce que j'en pense pour y avoir un peu joué. Voilà, faut savoir que les Call of à cette époque, j'adorais me les faire. Donc bon, celui-ci, non, c'était pas celui qui m'a le plus marqué. Et à partir de là, c'est le fiasco. On va avoir une tripotée de FPS Call of futuriste en veux-tu en voilà. Alors, je vais exempter peut-être Black Ops 2 quand même, qui a un opus qui a beaucoup plu. C'est peut-être le meilleur de ceux qui vont suivre, hein. C'est pas mauvais loin de là, mais bon, on sent que ça commence déjà à grincer des dents, surtout face à ce Battlefield donc, hein, qui se renouvelle. Arrête mec, je peux pas dire que ça grince des dents face à Battlefield, les gars, on parle de Black Ops 2. Black Ops 2, le Call of Duty le plus apprécié de la communauté, mec. Et pour certains, le plus abouti de la licence. Arrêtez les mecs, hein, vraiment, hein. En plus, le mec, il a l'air super cool, hein, moi je le connais pas, hein. Franchement, ces vidéos, elles sont intéressantes, tu vois même pas le temps passer, tu vois, c'est cool, j'apprécie à regarder. Mec, s'il te plaît, gros. Alors, s'il te plaît, alors renseigne-toi avant quand même. Du côté de chez EA, t'as 4 heures de solo, certes intense, mais c'est beaucoup trop court. Alors oui, t'as une refonte, hein, de la personnalisation des classes en multi, Bien qui va sûr, ça a pousser révolutionné. Pour la première fois, t'as mis de prestige. Pour la première fois, t'as les score streaks et pas les kill streaks. Mec, non, franchement, c'est incroyable. T'as le mode ranked pour la première fois. Oui, c'est un code qui a révolutionné le jeu.
Oui, oui. Par grade, etc. T'as le mosh pit, t'as la compétition. Là, tu peux moins camper parce que si tu joues pas l'objectif, eh ben c'est mort, tu vas pas pouvoir monter en grade justement. Et puis t'as un nouveau mode zombie avec le transit. Enfin voilà. Mais c'est pas révolutionnaire non plus, tu vois. C'est des Comment histoires. ça, gros? Mais arrête, s'il te plaît. Conquirax, quand même. C'est pas qu'on achète un Call of par an. De plus, les textures sont pas incroyables. Mais bon, l'écriture elle est quand même cool. Et c'est vrai Mais que t'as envie de mec, t'effriter en c'est le multi mine meilleur de Black rien Ops, parce que gros. cet équilibrage, il est ma foi plus correct ici. Il est retrouvé. Donc Black Ops 2 de Treyarch, bien sûr. Pardon, c'est le code qui a plus de gueule. C'est le code, frérot. C'est le code. Là, ce jeu-là est sorti il y a 12 ans maintenant. Bientôt 13 ans. C'est ce code-là où tu te dis, putain, c'est incroyable, code. Aujourd'hui, les gars, 12-13 ans après, c'est ces Call of Duty là qu'on se rappelle. C'est FMW2 World at War. C'est Black Ops 2. Quand on met les pendules à l'heure. Ok. Et là, t'as un petit peu le drame. Je vais faire la ligne, hein, mais t'as Ghost, Advanced Warfare et Infinite Warfare là qui vont débarquer, tu vois, à la suite. Et The Great Review, dans sa très bonne Pareil. Là, tu vois qu'il connaît pas le jeu parce que IW, il débarque après Black Ops 3. Ils sont pas à la suite. Voilà. Ils sont pas du tout à la suite. Et c'est pas les mêmes développeurs non plus. Donc voilà, là tu vois aussi que c'est un truc qu'il connaît pas la licence, vidéo il s'est série, c'est vrai arrêté sur Black Ops 2 ou MW3. les gars, franchement, je la recommande. Il va théoriser que Kotick, il veut absolument prendre de court la création d'un nouveau FPS qui est censé révolutionner le tout et qui est en plus génial, édité par qui? Titanfall, Electronic Arts et surtout qui est à la tête du studio qui va le développer? Respawn. Eh bien, les deux Titanfall. anciens de chez Infinity Ward. Mais oui. Eh ben, vous savez quoi? C'est une théorie à laquelle je souscris totalement. Putain, Titanfall, c'était une dinguerie en plus de ça. Franchement, le 1 et 2, c'est trop sous-côté. Faudrait que j'en parle un jour de la série parce que vraiment, moi j'ai adoré. Bref, tous ces jeux futuristes à coups de jetpack et exosquelette vont avoir raison des joueurs qui vont disliker en masse le trailer d'Infinity Warfare, trailer qui se finit avec un petit aperçu du remaster du premier Modern Warfare en mode Alors mec, si jamais le trailer d'Infinite Warfare a été dislike comme ça, les gars, c'est pas grâce à Titanfall, hein. Faut arrêter, hein. Surtout que les gens en avaient marre d'avoir encore ça faisait d'avoir encore, du coup, ça faisait 3 ans d'affilée, qu'ils avaient du futuriste, du jetpack ou des exosquelettes. Les gens on finissait par avoir plein le cul, et je peux comprendre, tu vois. C'est pour avoir les mêmes jeux en moins bien, vaut mieux passer sur une autre formule. Et c'est surtout ça que les gens, ils ont dislike. C'est même pas parce qu'il y a Titanfall. Tout le monde s'en bat les couilles de Titanfall. D'ailleurs, le 1 et le 2, apparemment, sont super bien. Moi, j'ai jamais joué, hein. Mais je sais que les gens qui ont joué ont trouvé ça super. Et voilà, mais c'est une licence qui est morte maintenant où il y aura jamais de troisième opus. Les studios, jamais de la vie, ils vont refaire un Titanfall. Il y a une raison à ça, les gars. C'est que ça n'a pas été un succès, c'est tout, simplement. Aussi bien que le jeu ait pu être, hein, ça n'a pas été un succès. Donc, qu'ils disent pas, ouais, ça a été dislike parce qu'il y avait Titanfall en face. C'est pas du tout le cas, les gars. Vraiment. On sait qu'on fait de la merde, mais bon, on a ce jeu que vous adorez qui revient donc, calmez-vous. Le cynisme de l'affaire étant que ce remaster est lié à l'achat d'Infinite Warfare, donc t'es obligé de dépenser 80 balles dans un jeu de merde pour y jouer. Ah, GG Bobby. Et vu que le pognon se fait online avec les microtransactions, les modes solo vont être bâclés dans tous les jeux de la franchise à partir de Modern Warfare 3, Black Ops 2, allez, avec la palme pour Black Ops 3 où il n'y a carrément aucune campagne solo. Non, ils ont même pas fait semblant, il y a nada. Voilà, là, encore un truc où il sait pas. Voilà, il s'est rendu compte après de sa connerie, donc il a modifié au montage. Il sait pas. Il sait pas. Il dit de la merde. Vraiment. Il dit vraiment de la merde pour le coup. De temps en temps, Kotick il fait jouer ses relations avec Hollywood pour te sortir un Kevin Spacey ou un Mark Ball, le scénariste de Démineur et de Zero Dark Thirty sur Advanced Warfare, mais rien n'y fait. Les campagnes de Call of sont de plus en plus courtes, de plus en plus génériques. On n'est pas Bah, surpris. Les arrête, modes grind mec. sont Non mais gros, attends, il a dit à partir de MW3 et encore Black Ops 2 passe, il a dit. Les gars, on a parlé de la campagne de Ghost, qui est vraiment, moi je déteste le jeu en multi. La campagne de Ghost, les gars, pour moi c'est top 1 de la licence, littéralement. C'est top 1, pour moi, hein. Je parle de mon avis personnel. Mais c'est l'avis de beaucoup de gens, c'est une des meilleures campagnes de la licence Code. Alors parce qu'elle fait 2 heures de moins, c'est de la merde. Bah non mec, elle est incroyable la campagne de Ghost. Vraiment, hein. C'est une dinguerie, hein. Il dit de la merde là, littéralement il dit de la merde pour l'instant. les mêmes quasi, enfin rien de fou, on se croirait sur un FIFA copier-coller comme chaque année, sauf que tu dois débourser le plein pot habituel. Je vais même pas en détail, comme je vous l'ai dit sur les autres là. Non pas que l'envie me manque, mais juste qu'il n'y a pas grand chose à évoquer, si ce n'est que ce sont, certes, des réussites commerciales, mais pas critiques. Infinite Warfare se paiera même le luxe de faire les pires ventes de l'histoire de la licence depuis World at War, avec 13,42 millions d'exemplaires estimés. Bon, ça reste quand même très bien, voire trop. Black Ops 3 ce sera un peu mieux, mais on sent un certain désamour. Et pour Call of Duty et Kotick, Un eh bien c'est au désamour. descendue. C'est pas assez. Heureusement, il y en a un, c'est Mais WWE. quoi? Mais attends, excuse-moi, heureusement, les gars. On va mettre les choses en contexte. Un certain désamour d'NW3. NW3,
Black Ops 3, pardon, excusez-moi, Black Ops 3, les gars. Black Ops 3, moi, faut savoir que j'aime pas le jeu, personnellement. J'aime pas le jeu parce que j'ai commencé COD sur Black Ops 3, à la fin de Black Ops 3, et les jetpacks, c'est vraiment pour moi, ça passe à place sur COD. Pour moi, je dis bien pour moi, mais objectivement, le jeu est une dinguerie. Tu vois, subjectivement, moi, j'aime pas, j'ai pas de bonne expérience dessus, j'ai pas aimé le jeu. Ouais, même s'il y a des très bons trucs sur le jeu, des très bonnes idées, hein. Mais objectivement, les gars, c'est un code incroyable qui a mis quasiment d'accord toute la licence, enfin toute la communauté, sauf les noobs d'ailleurs. Tous les noobs, ils aimaient pas le jeu, voilà. Parce que c'était trop futuriste, machin, machin. Ils avaient déjà lâché la licence avant. Ça a attiré plein de nouveaux joueurs, ça a uni les joueurs, ça a mis un nouveau business plan en fait. Voilà, sur Call of Duty, avec l'arrivée des armes DLC. Là, on parle plus de variantes qui avait comme on avait sur Advanced Warfare. Là, on parle d'armes DLC qui apportaient du truc dans le jeu, qui apportaient de la hype. C'est-à-dire que c'était le prime Call of Duty en création de contenu, les gars. Enfin, BO3, je pense que c'est le Call of Duty qui était le plus populaire sur YouTube à l'époque des team perf, le niveau 1000, machin, machin, les gars, qui se rappellent les IDAR et tout. Les mecs, non, mais vraiment, genre. La Apex, la Sigma, la AWAC, enfin, ces types de performances, les gars, enfin, qui ont marqué à l'époque les esprits. Enfin, tu vois bien que le jeu, quand même, on va dire un désamour. Alors que la licence, elle était à son prime à ce moment-là en termes de popularité. Il y avait des événements online, t'avais des défis communautaires pour avoir des armes, les gants de boxe et tout, vous vous rappelez, les gars? Pareil, il y a les pro players, là, la CWL, pareil, c'était beaucoup plus regardé. Enfin, enfin, vraiment, genre, c'était un code ultra populaire et qui, globalement, les gens vont un souvenir en mode j'étais nul, ça a plombé la licence. Mais alors, regarde, en vrai, c'est tout l'inverse. Mais que ça a remis COD en popularité, les gars. Après qu'on ait eu Ghost, après qu'on ait eu Advanced Warfare qui puait sa tente, Black Ops 3, les gars, il a fait du bien à la licence, un second souffle. Pour moi, et pourtant, j'aime pas le jeu, les mecs, hein. Pourtant, j'aime pas le jeu, hein, je vous le dis, hein. Mais, mec, objectivement, faut dire ce qui est. Voilà. En ce qui concerne World War 2, j'adore le jeu. C'est le code où j'ai pris le plus de plaisir. C'est hyper contradictoire, hein, personnellement, enfin, avec Black Ops 4. Voilà. Et pourtant, le code pue la merde, objectivement. Objectivement, World War 2 pue sa mère. C'est sûrement des pires Call of Duty. Sûrement un des pires Call of Duty, ouais, facilement dans le top 3 des pires codes, je pense. Et pourtant, j'ai adoré, moi, Call of Duty World War 2. Mais tu vois, j'arrive à être objectif et être impartial dans ma façon d'évaluer un jeu, tu vois. Pourtant, moi, j'ai adoré, mais le jeu pue sa mère. Voilà. Faut dire ce qui est. Le jour le 3 novembre 2017 et on pouvait penser que peut-être par ses qualités ça aurait été, qui sait, le renouveau, le fameux retour avec des armes plus conventionnelles, l'ancien temps avec lesquels on peut étriper son ennemi en le regardant droit dans les yeux, une bonne vieille guerre des tranchées où on défonce la gueule de son prochain coup de pelle ou de casque dans la boue. Non, franchement, c'est une belle réussite, hein, clairement, mais qui n'est pas la plus grosse vente commerciale. Sledgehammer Games avait pourtant misé gros. Les batailles sont vraiment intéressantes, stratégiques, plus matures aussi que les histoires de je ne sais quoi là survitaminées. Et puis c'est beau quand même, hein, voilà, disons-le. T'avais 11 missions solo, une belle campagne de 8 heures, ça a bossé sec. On y incarne Red Daniel, un petit gars texan qui rien d'incroyable et qui est là dans l'enfer de ce débarquement allié. Bah franchement, ça faisait du bien de voir ça. Mais bon, commercialement, eh ben c'est pas bon pour Activision. Et dommage, parce qu'il sauvait un petit peu le délire. Peut-être le fait qu'il soit trop classique en multi par rapport à d'autres. Mais bon, c'est bien triste. Alors, pour vendre très fort, quoi de mieux que de revenir aux sources de façon plus moderne? On prend donc quoi? Bah les Modern Warfare, tiens, je vous l'ai dit, qui étaient les meilleurs, hein, sûrement de la licence avec le premier Black Ops. Faire du vieux avec du nouveau et ça s'arrange pas, hein, franchement. Ok, c'est cool ce genre de reboot, mais bon, les joueurs sont pas dupes, on sait pourquoi ils sont là, hein. Je vais pas épiloguer dessus, ça ne révolutionne pas grand chose. C'est vrai, c'est bien sur le premier en 2019, mais bon, voilà, après tout. Alors, les gars, après, je précise quand même que Code 4 Remaster est sorti avant World War 2, hein, d'ailleurs aussi, hein. Mais pareil, ça, il inverse dans la vidéo. Là, il parle chronologiquement de. Les gens, ont du renouveau. Ils ont fait revenir les anciens, je sais pas quoi, là. En gros, ils voulaient attirer un nouveau public. Enfin, ramener l'ancien public qui avait lâché le jeu en sortant NW Remaster. Mais les gars, NW Remaster est sorti après. Enfin, avant, pardon, World War 2, hein. Bien avant d'ailleurs, hein. Enfin, l'année d'avant, quoi. En même temps qu'Infinite Warfare. Voilà, l'année d'après World War 2, c'est Black Ops 4, les gars. Tous les reboots, non, Call of a besoin de quelque chose, franchement, d'un truc vraiment nouveau, de claquer la rétine, de reconquérir les joueurs. Alors on sort quoi? Vanguard. Bordel, dire qu'il s'est Quoi? vendu à 30 millions d'exemplaires, une des plus grosses réussites commerciales de la série. Pourtant c'est une belle merde oubliée. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais les gars, c'est pareil. Après, alors, je sais pas si le but de ces vidéos, c'est de parler de ordre chronologiquement, mais Vanguard, les gars, il est sorti il y a 3 ans, Vanguard, en fait, hein. Il est pas sorti après World War 2, en 2017. Attends, qu'est-ce qu'il Alors qu'il est sorti en raconte? 2021, il est tombé déjà dans les méandres. 2021, Ah hein. ok, pour la campagne, console Ouais. nouvelle génération, c'est beau, c'est vrai, hein, voire S'il a dit quand impressionnant même. techniquement, mais c'est tout. Mais autant pour moi, il fait pas un truc chronologique.
il veut juste parler et dire de la merde. L'idée du jeu, c'est de vous faire incarner une équipe de têtes brûlées, la fameuse Van. Ouais, tu juges code qu'avec la campagne. Genre, on sait quel genre de joueur tu es, tu vois. Et là, franchement, les mecs, faut falloir évoluer, hein. Call of Duty, les gars, la campagne, c'est devenu secondaire maintenant, en fait, hein. Et c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que ça, c'est devenu une licence de merde parce que les campagnes sont secondaires, les gars. Il y a que les darons qui jouent à la campagne, faut dire la vérité. C'est peut-être pour ça que t'aimes pas les jeux, d'ailleurs. Guard, machin, t'as plusieurs soldats, hein. T'as un pilote d'avion des States, t'as un sniper russe, un britannique, t'as un australien, et là t'as des flashbacks un peu partout, la campagne c'est 6 heures, et le problème c'est que le multi, qui est quand même un élément central du jeu, c'est très décevant, voilà, on est trop sur le même style que Modern Warfare de 2019, Pas du pas tout. trop de changements, oui le gameplay ça s'améliore un petit C'est peu, Modern Warfare de 2019, il a dit, hein. En montrant l'image de Code 4, remaster. Enfin bref, allez. la couverture, etc. Mais payer plein pot sur ça. Et en plus, le mode zombie, ben il a peu d'intérêt. C'est le plus oubliable qui existe. Il y a 10 ans qui sont passés, c'est pourtant moins bon que sur Black Ops. Non mais sérieux, c'est pas très bon. Franchement, c'est pas un bon Call of du tout, ça c'est sûr. Là, Cela là, dit, là, non, je suis la d'accord avec lui. véritable nouveauté en 15 ans de Call of, c'est quoi? Eh ben le mode Warzone. Ah quand même, fallait que j'en parle. Qui va limite sauver la licence à son lancement en mars 2020. Et qui, disons-le, est un Battle Royale qui arrive quand même 3 ans après les phénomènes PUBG et Fortnite. Alors Call of Duty est un peu passé dans l'avance sur son temps à courir après la concurrence, c'est un triste constat. Alors on aime ou non, mais ça cartonne clairement. J'avoue que 2-3 parties de Warzone quelquefois, c'est un moment assez marrant avec les potes. C'est vrai. Et ça tombe bien parce que Warzone 2.0, ça reste le plus grand lancement pour un épisode Call of Duty récent avec 491 Voilà. 670 joueurs. Épisode Call of Duty récent, il inclut Warzone comme un Call of Duty à part entière. C'est pas le cas, les gars. Warzone, c'est un mode Battle Royale d'un Call of Duty en particulier. Qui évolue au fur et à mesure des années. Simultané pour le premier week-end d'exploitation. J'aurais pas pu réaliser une vidéo C'est sur pas un l'histoire du opus, COD Warzone, les gars. sans en parler. Bon, voilà, Battle Royale, vous flinguez la gueule, vous récupérez des armes sur la map, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu le topo, on va pas revenir dessus. Bref, malgré ces mauvais jeux hein, qui se passent entre Black Ops 2 et WW2, bah Kotick qui s'en beurre la tartine. Préfère prendre le fric et faire un caméo grandiose dans le très bon film Le Stratège, où il joue un président de club de baseball qui dit à Brad Pitt qu'il n'a pas d'argent et qu'il faut qu'il se serre la ceinture. Ouais, c'est anecdotique, mais quand tu connais le bonhomme et comment il gère Activision, le métatexte de la scène est en fait à mourir de rire. Hein, je sais pas vous, mais voilà. D'autant plus qu'en 2021, pour ne rien arranger à la situation, une série de scandales va éclater chez Activision. Ouais, Activision Blizzard, où plus d'une centaine de plaintes pour harcèlement sexuel et autres comportements inappropriés vont être dévoilées. Kotick n'est pas directement accusé, mais il est juste accusé d'avoir menacé une employée, mais c'est une goutte d'eau comparée à toutes les saloperies qui sont produites chez Activision Blizzard pendant des années. L'affaire la plus terrible étant qu'une employée s'est donné la mort après avoir été victime d'un revenge porn. Et c'est l'un des plus hauts gradés de l'entreprise qui va être mis en cause dans ces affaires juste sordides. C'est terrifiant, les gars. L'un des co-dirigeants de Treyarch, accusé à plusieurs reprises par ses employés, et malgré ça, bah c'est fou parce que Kotick, il va le garder sous la main, parce que Call of rapportait trop de pognon. Donc ça vous situe quand même un peu les démarches du mec, quoi. Il faudra une enquête du Wall Street Journal pour que Kotick se décide enfin à le dégager là de Treyarch. C'est la preuve, du moins s'il en fallait, que Bobby était au courant de tout ce bordel. Chose qui est d'autant plus facile à croire quand on sait que 500 plaintes ont été déposées. 500! Quand on connaît le caractère du bonhomme, pense un petit peu à tout, c'est impossible qu'il ne le savait pas. Bon, Activision Blizzard finira par éviter une condamnation en négociant à l'amiable hein, et filant un chèque de 54 millions de dollars aux victimes, ce qui est que dalle comparé aux milliards qu'ils se sont fait avec les Call of, WoW et autres Overwatch, c'est vrai. Mais malgré les polémiques, Kotick il s'en fout, il va s'accrocher à son poste. Et ça l'a bien aidé par ses potes actionnaires, mais les scandales à répétition vont avoir raison de la réputation de l'entreprise et les actions d'Activision Blizzard vont s'effondrer, permettant un rachat de 75 milliards de dollars de la part de Microsoft. Et à ce propos, Kotick il sera quoi? Remercié, enfin, la fin 2023. Alors c'est vrai qu'il a amené l'entreprise vers là, hein, disons-le, mais là le mec après c'était plus possible. Au passage il se prendra un petit parachute doré de 250 à 300 millions de dollars, c'est pour lui, c'est cadeau, voilà. Je me fais pas de soucis pour ses fins de mois, cela dit, c'est vrai qu'on peut quand même lui reconnaître que Call of Duty ça a été un énorme succès, voilà, juste ça, au moins ça. D'ailleurs le dernier Call of avec Bobby officiellement c'est Modern Warfare 3 Reboot, qui va pas marquer grand monde, hein. En témoigne pour l'une des rares fois les chiffres officiels. C'est faux, c'est Black Ops 6 aussi. Quand Black Ops 6 a été racheté, c'était déjà en développement. Et du coup, bah, Bobby Kotick était dans le développement aussi de Black Ops 6. Qui ne sont pas sortis en 2023. Alors le jeu se fera défoncer la gueule, plus rien ne semble pouvoir sauver le soldat Call of Duty. Mais voilà, avec le fameux rachat qui a Attends, fait il a dit grand le jeu se fera défoncer la gueule. Putain, W3 était bien apprécié par la commu, hein. C'est un des derniers bons codes qu'on a eu, hein. Vraiment, hein.
parler, eh ben aujourd'hui la licence elle est entre les mains de Microsoft. C'est assez compliqué d'y voir Et bien, clair il a pas pour parlé d'NW2 2022, hein, d'ailleurs. le futur. Parlons quand même de Black Ops 6, qui lui semble avoir trouvé une certaine aura auprès des joueurs. Peut-être enfin le renouveau tant attendu de la licence. Peut-être que le public va commencer à lui pardonner ses errements. Le jeu est Oui, c'est pour ça il y a encore, je sais pas, 41% de joueurs en décembre qui sont barrés du jeu, ouais. Voilà, sur Steam. C'est vrai que c'est le renouveau qui a mis tout le monde d'accord, qui va pardonner, qui va faire pardonner aux joueurs la licence. Oui, oui, oui. plutôt bien reçu en règle générale, c'est la première depuis que Microsoft dispose de la licence d'ailleurs, ça semble positif, et c'est vrai que c'est le mieux reçu par les joueurs du moins, et bien depuis WW2. Le titre sortait le 25 octobre dernier et sera le plus gros lancement de l'histoire de la licence. Rien que ça. Voilà, les ventes sur PlayStation et Steam ont bondi de 60% par rapport à Modern Warfare 3 en 2023. Le Game Pass a profité aussi de cette sortie, c'est un nouveau record pour le nombre de nouveaux abonnés en une seule journée. Alors c'est vrai que son mode campagne est cool, avec des missions comme celle en Irak, de l'action dans un scénario qu'on a envie de parcourir, il va y avoir en fait plusieurs gameplays, on va passer d'infiltration à du semi-monde ouvert, il y a du plus simple et plus linéaire, ça va aussi partir en vrille dans un délire, ouais, je vous laisserai découvrir. Et Raven, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'occupait du mode multijoueur, eh ben ils vont assurer, ils vont proposer de la diversité, un gameplay plus riche, une vraie mise en scène. Non franchement il y a quelque chose, un bon feeling des armes, un bon son orchestral, c'est très fluide, et le multijoueur semble pour le moment tenir la route et être un peu amusant. C'est ce Ah qu'on bon? demande au JV, non? Et c'est bizarre, tout ça après le Et départ les de Quantic. cheaters? Bon, 300 gigas d'installation par contre merde, faut Pareil. pas déconner. Il y connaît rien, les gars. 300 gigas d'installation. C'est pas BO6, les gars. En fait, Call of Duty, depuis quel Call of Duty exactement, les gars? On va dire depuis Call of Duty Modern Warfare 2. Voilà, c'est ça. Depuis Call of Duty Modern Warfare 2, les gars, Call of Duty, les différents opus sont réunis en un seul jeu. On appelle ça l'application Call of Duty. C'est-à-dire que vous pouvez pas télécharger, enfin vous pouvez pas acheter le jeu, on va dire MW2, MW3 et Black Ops 6 individuellement entre guillemets. Enfin vous pouvez toujours payer que ça, tu vois. Mais en gros ça sera combiné dans l'application Call of Duty. Et l'application Call of Duty, les gars, qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte Warzone 2, du coup, Modern Warfare 2, la campagne de Modern Warfare 2, le mode Spec Ops là de W2 là, je crois qu'il y en avait un où c'était des ouais, c'est ça ou DMZ, je sais plus. Enfin bref. Ensuite ça comprend MW3, la campagne des MW3, le Warzone des MW3 et le multijoueur forcément de MW3 et ça comporte également Black Ops 6, la campagne de Black Ops 6 et les Warzone de Black Ops 6. Voilà, les gars, l'application Call of Duty, ça comporte ça et c'est ça qui fait 309 gigas. C'est pas Black Ops 6 qui fait 309 gigas les gars, c'est l'application Call of Duty globale. Mais quand vous installez l'application Call of Duty, vous avez vos choix d'installation. Vous pouvez installer ce que vous voulez. Chaque élément, vous pouvez l'enlever ou le rajouter. Donc il faut pas 309 gigas pour avoir Black Ops 6. Ça c'est faux. Mais comme il sait pas de quoi il parle, parce que c'est pas un joueur Call of Duty, il sait pas ça, et bah du coup forcément il dit de la merde dans la vidéo. Et c'est dommage parce que là du coup il véhicule une fausse information qui dérange en fait. Parce que du coup il fait passer le jeu pour un truc qu'il n'est pas. De ce point de vue-là, hein, de ce côté-là. Donc quand même, tu vois, il faut, si tu veux être partiel dans tes vidéos, tu fais des bonnes vidéos, etc. Franchement, la vidéo elle est très bonne. Moi, je me suis pas du tout ennuyé, c'est intéressant ce qu'il disait. Mais mec, franchement, renseigne-toi sur ce sujet à 100% avant de faire une vidéo comme ça et d'affirmer des choses qui sont pas vraies en plus, tu vois. C'est quoi ça? Non, et bientôt tu pourras installer qu'un seul jeu sur ta console, c'est pas possible. Ah, c'est une pure folie. Bref, quant à Kotick, eh ben, il est désormais sans emploi. Il y a eu des rumeurs l'année dernière comme quoi il serait intéressé par le rachat du club de football de West Ham, mais rien d'autre. Et vu la réputation du bonhomme, il est raisonnable de penser qu'il ne refoutra plus les pieds dans un studio de jeux vidéo, hein. Mais bon, on n'est pas à un comeback près, hein, dans l'industrie, attention. Mais Call of, cela dit, on ne peut pas lui reprocher d'avoir cru en cette licence, du moins à l'argent qu'elle allait pouvoir générer. Non, vraiment, Alexé, c'était trop à un moment donné. Elle est devenue le phénomène de société qu'on lui connaît aujourd'hui, et on peut presque dire que tout gamer sur cette planète a déjà eu au moins vent de la licence. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Et puis qui sait, avec un BO6 qui semble porter ses fruits, sans le fameux énergumène au sein de la société, eh bien l'avenir de Call of Duty semble jouir d'un nouveau vent de fraîcheur. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter. Enfin voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la folle histoire de Call of Duty et surtout du fameux Bobby. Je trouvais que c'était intéressant, justement sous cet angle, ça changeait un petit peu. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus. Merci du fond du cœur d'avoir été avec moi jusqu'au bout sur cette vidéo. Merci à Lepi qui m'a aidé à l'écriture, franchement, c'est un bon. Et si jamais le format vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce parce que ça aide beaucoup. C'est des formats longs, c'est pas toujours mis en avant. Et donc voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Je me suis régalé à vous réaliser cette vidéo. Évidemment, c'était Conquerax au rapport. Je vous souhaite de bien vous défouler sur le dernier Call of, ou pas, faites attention à vous quand même. Et je vous fais une grosse bise. Prenez soin de vous. À très vite.
Voilà, on va se laisser là les gars. Enfin, on va arrêter sa vidéo puis je vais faire le petit bilan final. Donc voilà, comme je répétais les gars, très bonne vidéo. En soi, ce mec-là, il arrive, enfin, tu vois bien que c'est son taf, tu vois. Et puis, de ce que j'ai vu, il fait des vidéos sur pas mal de jeux, pas mal de licences, etc. De ce même style que ce qu'il a fait là. Mais c'est comme chez Shounet par exemple. Ils font des vidéos sur plein de jeux différents, ce que je respecte. Et après, ils vont faire une vidéo sur une licence ou un jeu particulier en pensant tout savoir. En fait, le problème, c'est qu'ils disent de la merde dans leurs vidéos. Tu vois, là, ils faisaient référence à The Great Review, et alors là, les arguments qu'ils disaient, franchement, il s'est basé beaucoup sur la vidéo de The Great Review, notamment avec l'histoire des membres Infinity Ward, les PDG qui ont été virés, etc. Ça, c'est pas totalement vrai en fait, hein. C'est autre chose. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais là, ce qu'il a dit, c'est vraiment copier-coller de la vidéo de Great Review. Et sachant que quand tu sais que la vidéo de Great Review n'est pas vraie à 100%, bah du coup, tu vois bien qu'il a pompé un peu le travail de The Great Review. En tout cas, pour cette partie-là. Après, pour la partie de ce qu'il raconte derrière, bah, forcément, tu vois qu'il connaît pas la licence. Tu vois, et en fait, t'arrives, enfin, quand t'as un joueur Call of Duty, t'arrives à savoir que ce mec-là en question, en fait, ne joue pas à Call of Duty, genre ne connaît pas la licence. Et fait une vidéo dessus. Donc il a droit, hein. Je dis pas qu'il a pas droit. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent pas la licence Call of Duty ou qui la survolent, on va dire, qui vont écouter sa vidéo et qui vont genre prendre ça comme argent comptant en se disant, en mettant ces vidéos comme une référence par rapport à l'information Call of Duty. Alors que c'est faux ce qu'il dit. C'est faux les gars, parce que là on parle même pas d'un avis qui dit qui me plaît pas, hein. C'est même pas l'avis qu'il a qui me plaît pas, je m'en fous, genre il a le droit de penser ce qu'il veut, y a pas de problème, hein. Comme moi j'ai le droit de penser ce que je veux. Mais genre il affirme des faits en se trompant dans les dates, en se trompant de Call of Duty, etc. Mec, s'il te plaît, genre, si tu fais une vidéo, bah, renseigne-toi un maximum sur le sujet. C'est comme si moi, les gars, je fais une vidéo sur Minecraft. Et j'ai jamais joué à Minecraft de ma vie. Bah, c'est comme si moi, je fais une vidéo sur Minecraft. En mode, j'ai joué 2 heures, bah, du coup, je connais la licence et je vais me permettre de faire une vidéo en prenant ce qu'un mec dit. Enfin, je comprends pas, tu vois. C'est dans ce sens-là, moi, que ça va être ça que je veux leur reprocher à Conquerax. Mais sinon, les gars, à part ça, la vidéo est très intéressante. Le montage est dynamique, ça donne envie de regarder. Je me suis pas ennuyé une seule fois. Genre, ça, vraiment, je le redis. Sa vidéo est excellente. Moi, c'est le contenu qui me dérange. Voilà. Donc, je pense que on m'a envoyé la vidéo. Bon, je m'attendais à plus de dingueries, hein. Quand on m'a dit, oh, tu vas dire des conneries, je m'attendais à plus de dingueries. Voilà, il dit des dingueries. Tu sais qu'il connaît pas la licence, ça se voit. Mais sa vidéo, elle est pas non plus à jeter à la poubelle, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, les gars, pour ma part, alors si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me dire, et je pourrais en faire éventuellement. Voilà. Excusez-moi pour, pour la faiblesse dans ma voix durant cette vidéo. Putain, j'ai mal à la tête, c'est horrible, les gars. Bref, bonne année, les gars. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.